je vais vous dire une chose que personne ayant été dans le coma n'osera admettre, à voix haute. On ne revient pas d'un seul coup. On revient par morceaux. Un doigt d'abord, puis un son, puis une odeur, puis le poids lent et écrasant de votre propre corps qui se souvient qu'il existe. Et quelque part dans ce brouillard, avant que vos yeux ne s'ouvrent, avant que votre gorge ne se rappelle comment fonctionner, vos oreilles se réveillent. Les miennes ont été accueillies par la phrase la plus révoltante que j'ai jamais entendue. Bienvenue sur la vengeance du Père. Prenez vos snacks, installez-vous confortablement, et n'oubliez pas, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Ils ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez vous plaire ici. C'était moi, Roche Valmont, 61 ans, entrepreneur en bâtiment à la retraite, un homme qui a bâti des maisons de ses propres mains pendant 34 ans et qui a failli mourir d'une rupture d'anévrisme un mardi après-midi alors qu'il se préparait un croque-monsieur. On ne peut pas inventer une telle ironie. J'étais resté dans le noir pendant 22 jours, 3 semaines où le monde a continué de tourner sans que je n'ai mon mot à dire. Et croyez-moi, le monde a profité pleinement de mon absence. Maintenant, avant de vous raconter la suite, je dois vous expliquer quelque chose sur ma fille, Clémence. J'ai élevé cette petite seule depuis qu'elle a 9 ans. Sa mère est partie, moi non. J'ai enchaîné les doubles services, sacrifié mon sommeil, mes repas, je l'ai conduite à chaque spectacle d'école, chaque match de hand, j'ai consolé chaque chagrin d'amour à 2 heures du matin quand un garçon ne valait pas ses larmes. J'étais là, sur le perron, avec elle. Je lui ai tout donné. Alors, quand elle est entrée dans cette chambre d'hôpital le matin où j'ai enfin ouvert les yeux, j'ai souri. Même à travers les tubes, le brouillard et la douleur, j'ai souri parce qu'elle était le premier visage que je voulais voir. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, un gobelet de café à la main, ses cheveux châtains attachés, portant cette parka olive que je lui avais achetée pour son anniversaire il y a 2 ans. Et elle m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais connue. Pas du soulagement, pas de la joie, mais quelque chose d'autre, un regard tendu, presque répété. J'ai essayé de parler, et c'est sorti comme un croassement, Clem. Elle s'est approchée lentement, a posé son café sur la table de chevet, a tiré une chaise. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle s'est assise, a joint ses mains sur ses genoux et s'est raclé la gorge. Papa, comment tu te sens? Comme si j'avais été percuté par un TGV, et que le TGV avait passé la marche arrière pour vérifier, et je râlais. Approche. Laisse-moi te regarder. Elle m'a adressé un sourire figé, s'est penchée pour ce que je ne peux décrire que comme l'accolade la plus bureaucratique de l'histoire de l'humanité. 2 tapes sur l'épaule. C'est tout. Je me suis dit qu'elle était juste nerveuse, effrayée. Chacun gère la peur différemment. J'ai laissé passer. Les médecins sont venus, ont expliqué ce qui s'était passé, l'anévrisme, la chirurgie, le calendrier de rétablissement. 6 à 8 semaines avant de pouvoir rentrer. Kinésithérapie, surveillance, repos. Je n'étais pas inquiet. J'avais une maison où retourner, une bâtisse que je possédais depuis 27 ans. Une maison en pierre dans le quartier des Coteaux que j'avais rénové moi-même, pièce par pièce, sur 2 décennies. Les moulures du salon, mes mains, le parquet en chêne, mes genoux, ma sueur, mes week-ends. Cette maison n'était pas qu'un bien immobilier. C'était la preuve que ma vie avait eu un sens. Clémence est revenue 4 fois au cours des 3 semaines suivantes. Chaque visite était plus courte que la précédente. Chaque étreinte un peu plus distante. Je le remarquais, mais je me disais, elle est occupée. Elle a sa propre vie. La famille d'Adrien est exigeante. Tu sais ce que c'est. Je savais ce que c'était. Adrien, son mari depuis 4 ans, un homme avec la poignée de drap, main d'une serviette mouillée, et l'assurance de quelqu'un dont la mère repasse. Encore les chemises à 34 ans. Je n'ai jamais vraiment détesté Adrien. Je l'avais juste identifié. Le genre d'homme qui hoche la tête quand il devrait parler, qui s'évapore quand il devrait faire face. Et puis il y avait Yolande, la mère d'Adrien. Seigneur, par où commencer avec Yolande? Imaginez une femme qui sourit constamment, mais jamais avec les yeux, qui apporte des gratins chez vous, et s'arrange pour que vous vous sentiez comme un invité pendant qu'elle les sert. Qui vous appelle, mon petit Roche? D'une voix si mielleuse qu'elle vous donnerait des caries, tout en mesurant mentalement votre salon pour changer les meubles. Je sentais l'intérêt de Yolande pour ma maison depuis des années. Des petites remarques au repas de Noël. Roche, cette cuisine serait tellement plus moderne avec un îlot central. Tu n'as jamais pensé à vendre? Adrien et moi pourrions t'aider à trouver quelque chose de plus gérable pour une personne seule. Plus gérable pour une personne seule? J'avais souri en passant le pain, classant l'information dans un coin de ma tête. C'est ici que l'histoire prend un tournant que je dois encore aujourd'hui marqué par une pause pour respirer avant de le raconter. C'était un jeudi matin, à la 5e semaine de ma convalescence. Une infirmière nommée
Patricia, que Dieu la bénisse, m'aidait pour mes exercices de rééducation, quand Clémence est entrée. Sans prévenir, sans appeler. Elle portait à nouveau sa parka olive. Quelque chose m'a dit que cette parka devenait un mauvais présage. Papa, je dois te parler de quelque chose, au sujet de la maison. J'ai continué mes exercices, pressant lentement la balle de rééducation. Qu'est-ce qu'elle a? J'avais déjà entendu ce soupir. Juste avant qu'elle ne m'annonce qu'elle avait embouti ma voiture en 2009, et juste avant qu'elle me dise qu'elle abandonnait ses études d'infirmière. Ce soupir, c'était le bruit d'une chose déjà faite que je n'allais pas aimer. Pendant que tu étais dans le coma, papa, Adrien et moi avons dû prendre des décisions financières. Les frais d'hospitalisation étaient Clémence, juste son prénom, juste ce mot. Mais la façon dont je l'ai dit a poussé Patricia à poser tranquillement son bloc-notes et à s'éclipser. Il y avait ce mandat de protection, papa. Tu l'as signé il y a des années. Quand tu as eu cette opération du genou, tu te souviens? Tu avais dit que si jamais il arrivait quelque chose. Je sais ce que j'ai signé. Nous avons dû l'utiliser. La balle dans ma main s'est arrêtée. Pour faire quoi, exactement? Elle regardait la fenêtre, le sol, son gobelet partout sauf mon visage. La maison a été transférée au nom d'Adrien et de Yolande. C'était le seul moyen de couvrir les frais et de stabiliser la situation pendant que tu étais. J'aimerais vous dire que je suis resté calme. J'aimerais vous dire que j'ai pris une profonde inspiration et que j'ai répondu avec la dignité d'un homme qui a vécu 6 décennies et connu des épreuves. Mais ce que j'ai fait, c'est lâcher la balle. Elle a rebondi 2 fois sur le lino, a roulé sous le lit et s'est arrêtée. Et pendant environ 15 secondes, ce fut le seul son dans la pièce. Puis, j'ai regardé ma fille. Ma fille, celle que j'avais élevée seule, celle pour qui je m'étais sacrifié, celle qui portait la veste que j'avais payée de mes mains. Et j'ai dit très calmement, « Sors, Clémence. Sors d'ici. » Elle est partie. Et j'ai fixé le plafond de cette chambre d'hôpital pendant 3 heures d'affilée, sans bouger, sans appeler personne, sans émettre un seul son. Parce que voici ce que Clémence ne savait pas. Ce que Yolande ne savait pas. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait. Pendant qu'ils signaient des papiers, et mesuraient ma cuisine, il y avait une seconde propriété, un ancien pavillon de chasse en Sologne, à 40 minutes de la ville, légué par mon oncle Émile il y a 17 ans, titré sous une SCI familiale. Une société si ancienne et gérée si discrètement qu'elle n'apparaissait dans aucune recherche foncière standard. Elle ne figurait pas sur mes impôts personnels. Elle n'apparaissait nulle part, où les yeux calculateurs de Yolande auraient pu la trouver. Et je n'en avais parlé à personne depuis 11 ans. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé maître Marc-Antoine. Il a décroché à la 2e sonnerie, Roche Valmont. Mon ami, j'ai appris pour l'hôpital. Tout va bien? Marc-Antoine, ai-je dit, et ma voix était plus calme que je ne l'espérais. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu sortes tous les documents de la SCI Valmont, absolument tous, et je veux savoir exactement dans quel état se trouve mon pavillon. Un silence. Roche, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli rire presque. Pendant que je dormais, et je dis lentement. Quelqu'un a oublié que l'homme qui bâtit des maisons en a toujours plus d'une. Et avec la voix d'un homme qui me connaissait depuis 30 ans, il a dit exactement ces mots, je sors les dossiers. Et juste comme ça, la partie avait commencé. Il ne le savait pas encore. On m'a laissé sortir un vendredi matin. Pas de fanfare. Pas de ballon de bienvenue. Pas de fille m'attendant au pied de l'hôpital avec un repas chaud et des excuses. Juste Patricia, l'infirmière, un fauteuil roulant dont je n'avais pas besoin mais que le règlement exigeait, et un sac plastique contenant mon portefeuille, ma montre et les vêtements que je portais le jour où mon cerveau décidait de faire une révolution pour un croque-monsieur. Marc-Antoine est venu me chercher. Il est arrivé avec sa vieille Peugeot 607, bleu marine, la même qu'il conduisait depuis des années et refusait de changer, parce que, selon lui, elle tourne encore, Roche, et ce qui tourne encore mérite notre fidélité. Marc-Antoine avait 64 ans, les cheveux argentés, portait lunettes autour du cou et était l'un des esprits juridiques les plus fins de la région. Il était mon ami depuis 30 ans avant d'être mon avocat. Il m'a regardé, m'installer sur le siège passager et a dit « Tu as une mine affreuse. » Merci, Marc-Antoine. Ton tact est un cadeau du ciel. Je suis sérieux. Tu as fondu. Je ne passais pas mon temps à la salle de sport. Il m'a tendu un café noir, 2 sucres, exactement comme je l'aime sans dire un mot de plus. Et pendant les 10 premières minutes du trajet, nous avons roulé en silence. Ce genre de silence qui n'existe qu'entre des gens qui se connaissent depuis assez longtemps, pour que les mots ne soient pas toujours nécessaires. Puis il a dit, j'ai épluché les documents de la SCI, le pavillon est à toi, Roche. Titre de propriété vierge de toute hypothèque. Le montage est hermétique. Ton oncle était méticuleux.
Ça n'a jamais touché ton patrimoine personnel. Déclaré, ça n'est apparu dans aucun dossier conjoint, et la SCIPC, propre taxe foncière via le compte que ton oncle avait approvisionné. Chaque année, comme une horloge. J'ai serré le gobelet entre mes 2 mains. Donc ils n'ont aucun droit dessus. Aisément. Aucun, rien, pas même l'ombre d'un droit. J'ai hoché la tête lentement, fixant la route par la fenêtre. Des gens normaux, allant vers des endroits normaux en ce vendredi ordinaire, vivant leur vie, ordinaire. Pendant ce temps, j'étais là, 61 ans, sortant de l'hôpital, sans abri par la signature de ma propre fille. Et pour la maison des Coteaux, ai-je demandé le transfert. Est-ce réversible? Marc-Antoine a émis un son ni tout à fait un soupir, ni tout à fait un rire. C'est la partie intéressante, dit-il. Le mandat que tu as signé en 2014 pour ton genou? Il comportait une clause de caducité. Formule standard, il devient nul dès que le mandant recouvre sa pleine capacité juridique. Ce qui veut dire qu'au moment même où tu as ouvert les yeux dans ce lit d'hôpital, Roch, la procuration est morte. Tout ce qui a été signé ou transféré après ce point précis. Il fit une pause pour les faits et je voyais qu'il attendait de dire ça. Depuis qu'il avait ouvert les dossiers, a été signé sans aucune autorité légale. Je me suis tourné vers lui. Il souriait à peine. C'était le sourire de Marc-Antoine quand il connaissait déjà la fin de l'histoire. Marc-Antoine, tu es en train de me dire qu'ils ont transféré ma maison. Illégalement? Je te dis qu'il existe un argument juridique extrêmement solide en ce sens. Oui, je te dis aussi que cet argument sera bien plus percutant après que nous les aurons laissés s'installer. Laisse-les croire qu'ils ont gagné, et nous frapperons au moment opportun. J'ai regardé à nouveau devant moi. Tu veux attendre? Je veux être chirurgical, dit-il. Il y a une différence. Maintenant, avant de vous raconter la suite, je dois m'arrêter pour vous décrire le pavillon, car c'est important. La propriété s'étendait sur 4 hectares en lisière de forêt. Modeste de l'extérieur, bardage en bois, cheminée en pierre. Hors de pays, une véranda couverte qui faisait toute la longueur et donnait sur étang privé. L'ironie de ma situation n'échappait pas à l'univers. Je n'y étais pas retourné depuis 11 ans. Pas depuis l'été où mon oncle Émile est décédé, j'y étais allé seul, j'étais resté sur la terrasse un après-midi, j'avais pleuré, exactement une fois, puis j'avais verrouillé la porte car certains lieux font trop mal pour être visités sans raison. Marc-Antoine s'est engagé dans l'allée de gravier et s'est arrêté. Nous sommes restés un moment à contempler la bâtisse. Le bois avait pris une belle teinte, grise argentée. La balustrade avait besoin d'un coup de neuf. Le jardin était devenu sauvage de la manière la plus pardonnable qui soit, hautes herbes, fleurs sauvages, un chaos qui semblait intentionnel, comme si la terre s'était simplement tenue compagnie à elle-même. C'est comment à l'intérieur? A demandé Marc-Antoine. Je n'en ai absolument aucune idée, ai-je répondu avant d'ouvrir la portière. Ce n'était pas mal. C'est l'avantage des maisons bien construites. Elles tiennent. Le toit était solide. Les sols étaient en pin d'origine, poussiéreux, mais intacts. La cheminée en pierre du salon était impeccable. La cuisine était démodée mais fonctionnelle. 3 chambres, 2 salles de bain, un cellier à l'arrière qui ouvrait sur un ponton en bois avançant sur l'étang. Je suis resté longtemps sur ce ponton. L'eau était immobile. La lumière de l'après-midi créait des reflets magnifiques à la surface. Un héron se tenait sur la rive opposée, s'occupant de ses affaires, ce que je respectais énormément. Et quelque chose m'est arrivé alors que je me tenais là, quelque chose que je n'attendais pas. Me suis senti lucide. Pas heureux, je n'étais pas encore prêt pour le bonheur. Mais lucide. Comme si le brouillard des 3 semaines d'inconscience et des 2 semaines de fureur s'était enfin dissipé. Et sous tout cela, il n'y avait qu'un homme avec un plan, un lopin de terre et la patience de celui qui a passé 34 ans à savoir que le meilleur travail prend du temps. Je suis rentré et j'ai appelé Solange. Ah, Solange. Je dois vous parler d'elle. Elle habitait 3 maisons après la mienne aux Coteaux depuis 19 ans. 70 ans, l'esprit vif comme une lame de rasoir, cultivait des roses qui gagnaient tous les concours locaux et voyait tout ce qui se passait dans la rue depuis sa fenêtre avec le dévouement d'un agent de renseignement professionnel. Si quelque chose arrivait dans le quartier, Solange le savait avant même les principaux intéressés. Elle a décroché immédiatement. Roche Valmont, j'ai appris que tu étais sorti. Comment vas-tu? Mieux. Solange, écoute. Je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête. Roche, je n'ai jamais été autre chose qu'honnête avec toi en 19 ans. C'est vrai. La maison. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais à l'hôpital? Un silence. Le genre de silence qui signifie qu'elle a beaucoup à dire et qu'elle organise ses pensées. Eh bien, commença-t-elle, et j'entendais qu'elle s'installait confortablement. Environ une semaine après ton entrée, les parents d'Adrien ont commencé à venir. Au début, c'était juste Yolande qui relevait le courrier. Puis c'était Yolande et son mari qui faisaient le tour du propriétaire. Et puis, un après-midi, il y a eu un serrurier. Un serrurier?
J'ai des photos, dit-elle simplement. J'ai fermé les yeux. Solange. Je ne savais pas ce qui se tramait, Roch. Mais je savais qu'il se tramait quelque chose. Alors oui, j'ai des photos datées, horodatées, la totale. Parfois, et je le pense sincèrement, la personne la plus puissante dans une situation donnée est une femme de 70 ans avec un smartphone et absolument rien d'autre à faire. Je pourrais t'embrasser, lui ai-je dit. Tu m'embrasseras quand ce sera fini, répondit-elle. Maintenant, fais ce que tu as à faire. Pendant les 3 semaines suivantes, c'est exactement ce que j'ai fait. Marc-Antoine a commencé à monter discrètement le dossier juridique, le mandat caduc, le transfert post-réveil, les photos de Solange, les dates. Il ne déposait rien encore. Il construisait. Et pendant qu'il construisait, je reconstruisais. J'ai embauché 2 gars de mon ancienne équipe, des retraités du bâtiment qui me devaient des services datant de 15 ans, et nous nous sommes mis au travail sur le pavillon. Pas frénétiquement, méthodiquement. Nouvelle rambarde, l'azur fraîche noyer foncé, superbe sur le bois, sol poncé, cuisine modernisée, insert pour la cheminée, plomberie remise à neuf. J'ai repeint le ponton, renforcé sa structure, ajouté 2 fauteuils de jardin face à l'eau. Je veux que vous compreniez. Cette maison était restée silencieuse pendant 11 ans. Et en 3 semaines, avec mes mains encore convalescentes, encore fatiguées, j'en ai fait un joyau. Pendant ce temps, au coteau, Yolande redécorait mon salon. Je le savais parce que Solange m'envoyait des photos. Elle a remplacé tes rideaux, rapporta Solange un soir. Beige, tu te rends compte? Des rideaux beige dans cette pièce magnifique. Respire, Solange. Je respire, et je suis dégoûté. Ce sont 2 choses différentes. Elle rapporta aussi que Yolande avait organisé un dîner, que le beau-père d'Adrien garait sa voiture dans mon garage, qu'Adrien et Clémence s'étaient installés dans ma chambre pendant que les beaux-parents prenaient la chambre d'amis. Une grande famille heureuse dans ma maison aux rideaux. Beiges. Bien. Qu'ils s'installent. Les gens confortables arrêtent de surveiller leur arrière. C'est un mercredi soir tranquille, exactement 6 semaines après ma sortie, que Marc-Antoine m'a appelé. J'étais assis sur le ponton, café en main, regardant le soleil faire son spectacle du soir sur l'eau. Roche, dit-il, tout est prêt. Tu es sûr? Le transfert est juridiquement nul? J'ai l'avis de 2 confrères qui confirment. J'ai les photos de Solange. J'ai les rapports de l'hôpital avec l'heure exacte de ton réveil. J'ai les statuts de la SCI pour le pavillon. Il marqua une pause. Et j'ai trouvé autre chose. Quel genre d'autre chose? Le genre de chose qui signifie que Yolande et son mari ne perdent pas seulement ta maison, Roche. Le genre de chose qui signifie qu'ils perdent bien, plus que ça. Le héron s'envola soudainement, les ailes larges, coupant le ciel qui s'obscurcissait. Je le regardais partir. Dis-moi tout, demandai-je, et Marc-Antoine me raconta, et quand il eut fini, le soleil avait disparu. L'étang était noir, immobile et parfait. Et je souriais pour la première fois, depuis 6 semaines. Pas parce que j'étais cruel, pas parce que je voulais faire souffrir, mais parce qu'il y a une satisfaction spécifique, irremplaçable, réservée à celui qui sait attendre pour voir un piège qu'il a construit de ses mains se refermer. Ils étaient dans mon salon sous les rideaux beige, tout à fait serein, persuadé d'avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée que 6 semaines plus tôt, à l'instant même où j'avais ouvert les yeux, j'avais déjà gagné. La vraie vengeance, celle qui compte vraiment, ne ressemble pas à des cris. Ce n'est pas se pointer à la porte de quelqu'un, le visage rouge de colère. La vraie vengeance ressemble à un mardi matin, calme, sans hâte, habillé d'une chemise propre. C'était un mardi matin quand Marc-Antoine a déposé l'assignation. J'étais à la table de la cuisine du pavillon quand il a appelé pour confirmer. Le recours contre le transfert de propriété avait été officiellement déposé au tribunal. Le dossier était blindé. Le mandat caduc, le dossier médical, les photos de Solange, et l'autre pièce d'information que Marc-Antoine avait découverte et que je n'avais toujours pas digérée sans sentir un froid dans ma poitrine. Mais j'y reviendrai. C'est déposé, dit Marc-Antoine. Combien de temps avant qu'il ne soit signifié? 48 heures, peut être moins par huissier. J'ai mangé une fourchettée de mon petit déjeuner. Comment penses-tu que Yolande va le prendre? Marc-Antoine rit. Un vrai rire. Ce qui, pour lui, était rare. Comme une femme qui vient de découvrir que le sol sous ses pieds ne lui a jamais appartenu, dit-il. Je l'ai remercié et j'ai fini mon café. 41 heures plus tard, Solange m'a appelé. Elle n'a même pas dit bonjour. Roche, un homme en costume vient de frapper à ta porte et de remettre une enveloppe à Yolande. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a ouverte sur le perron. Elle l'a lue. Et elle a fait une tête comme si elle venait de croquer dans un citron avec toute son âme. Je décris juste ce que je vois, Roche. Elle est rentrée. Et environ 4 minutes plus tard, je pouvais l'entendre à travers ma fenêtre à 30 mètres de là. Je pense que le ton est monté. Merci, Solange.
Remercie-moi quand ce sera fini, dit-elle avant de raccrocher. Maintenant, je dois ralentir car ce qui s'est passé les 72 heures suivantes n'était pas que juridique. C'était personnel. Et c'est ce qui reste en vous. Longtemps après que les papiers sont classés. Clémence m'a appelé le soir même. J'ai regardé son nom s'afficher sur mon écran. Pendant 4 sonneries. Puis j'ai décroché. Papa, sa voix était différente. La tension répétée avait disparu. Ce qui l'avait remplacé était quelque chose de bru, plus difficile à entendre car c'était à nouveau ma fille. La vraie. Celle d'avant tout ça. Clémence. Papa, on a reçu des papiers aujourd'hui et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je pense que les papiers sont assez explicites. Je conteste le transfert. Une longue pause. Papa, on a fait ce qu'on pensait être juste. Les frais, les coûts, c'était écrasant. Et les parents d'Adrien ont proposé d'aider. Et de l'avocat a dit. Quel avocat, Clémence? Quel avocat a dit que transférer ma maison était une solution légitime à des frais d'hôpital? Demandai-je, calme, posé. C'était un avocat indépendant, ou quelqu'un que Yolande avait déjà sous la main? Le silence, cette fois, fut plus long et plus lourd. Clémence, je ne demande pas ça pour être cruel, dis-je. Je demande parce que je pense qu'entre le moment où je suis tombé dans le coma et le moment où tu es entré dans ma chambre avec ce masque sur le visage, quelque chose est arrivé. À ma fille qui n'avait rien à voir avec mes factures d'hôpital. Je l'entendis retenir son souffle. Réfléchis bien, Clémence. Pas à Adrien, pas à Yolande. À toi. Est-ce qu'une seule partie de tout ça t'a semblé juste à un moment donné? Parce que je te connais, et je ne le crois pas. Elle ne dit rien pendant un long moment. Quand elle finit par parler, sa voix était minuscule. C'est allé si vite, papa. Ils étaient là tous les jours, j'avais peur, ils disaient que c'était la chose responsable à faire, que tu comprendrais, que c'était juste de la paperasse. Et voici la vérité, l'absolue vérité. Je l'ai cru. Pas parce que je le voulais, mais parce que c'était ma fille. Et ce que j'entendais, ce n'était pas la culpabilité d'une complice. C'était la culpabilité de quelqu'un qui avait été guidé, pas à pas, par des gens bien plus calculateurs qu'elle, vers un acte qu'elle ne pourrait jamais totalement effacer. Cela n'effaçait pas les faits. Je veux être clair. L'amour n'efface rien. Il décide juste quoi en faire. On discutera, lui dis-je. Quand ce sera fini, toi et moi, on discutera. Elle pleurait. D'accord, parvint-elle à dire. Clémence. Oui. Regarde bien comment elle réagit à tout ça maintenant, et demande-toi. Honnêtement qui cette femme a été pour toi depuis que tu as épousé son fils. J'ai raccroché et je suis resté dans le calme du pavillon un moment, regardant les temps, ressentant l'épuisement spécifique d'un homme qui aime quelqu'un tout, en étant en colère contre lui. Maintenant, la découverte de Marc-Antoine. En épluchant les dossiers pour mon affaire, Marc-Antoine avait fait une recherche plus large sur Yolande et son mari. Simple procédure. Ce qu'il a trouvé n'avait rien à voir avec ma maison. C'était une habitude. Il y a 7 ans, ils vivaient dans une autre région, près d'Angers. Ils avaient un voisin âgé, un veuf nommé Monsieur Lucien, dont le fils avait épousé une jeune femme proche du cercle de Yolande. Lucien avait eu un AVC. Pendant qu'il était incapable, une procuration avait été utilisée pour transférer les biens de Lucien dans une société civile où le nom de Yolande apparaissait discrètement. Lucien n'a jamais récupéré sa maison. Il est mort dans un EHPAD 2 ans plus tard. L'affaire avait été classée faute de preuves à l'époque. Ils avaient déménagé. Jusqu'à ce que Marc-Antoine ne remette la main dessus. Ce n'est plus seulement ton dossier, Roch, m'avait-il dit dans son cabinet. Ce que nous avons là, c'est un mode opératoire. Ton histoire n'était pas un accident ou une mauvaise décision sous pression. C'est ce qu'ils font. J'ai pensé à Lucien, un homme que je n'avais jamais rencontré, un veuf qui avait bâti et aimé quelque chose pour le perdre à cause de gens qui sourient, apportent des gratins et mesurent vos pièces quand vous avez le dos tourné. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour ton procès, ça établit le motif et l'habitude. Ça bétonne ta position devant le juge. Marc-Antoine joignit les mains. Et pour la famille de Lucien, ce n'est pas notre décision. Mais j'ai localisé sa fille. Elle vit à Bordeaux. Je me suis dit que tu voudrais le savoir. J'ai réfléchi pendant 3 secondes. Envoie-lui ce que tu as. Elle a le droit de savoir. L'audience a eu lieu un jeudi matin. Je portais un costume gris. Rien de tape à l'œil, juste propre et repassé. Marc-Antoine et moi sommes arrivés tôt. Nous étions à la table des demandeurs quand Yolande et son mari sont entrés avec leur avocat, un homme très sûr de lui qui ne savait pas encore à quel point il allait être balayé. Yolande m'a vu dès qu'elle a passé la porte. Et je veux vous dire ce qui s'est passé sur son visage. Elle était digne, le sourire de façade, les épaules droites. Et puis elle m'a vu là, dans mon costume gris, et elle a compris que l'homme qu'elle avait réduit à un lit d'hôpital et à de la paperasse ne l'était plus.
Son sourire ne s'est pas effondré de façon dramatique. Il s'est juste éteint. Son mari regardait ses chaussures. Adrien était venu aussi, probablement parce que Yolande exigeait des témoins. Il s'est assis au fond et n'a jamais croisé mon regard, ce qui m'a tout dit sur ce qu'il savait vraiment de ce que ses parents avaient fait. La juge était une femme d'une cinquantaine d'années, des lunettes sur le bout du nez, l'expression de quelqu'un qui a tout entendu des folies humaines et qui n'en est plus impressionné. Elle a parcouru le dossier de Marc-Antoine. Elle a posé 3 questions précises et a reçu 3 réponses de plus en plus bafouillantes de l'avocat adverse. Puis elle a levé les yeux. Le mandat présenté pour ce transfert, a-t-elle déclaré, est devenu caduc au moment du rétablissement de la capacité juridique du demandeur, dûment documenté. L'acte de transfert est nul. Le tribunal fait droit à la demande de M. Valmont. Cette phrase et 27 ans de ma vie me revenaient. L'avocat adverse chuchotait déjà. Yolande restait parfaitement droite, et je l'ai vue déployer la dernière défense de ceux qui n'ont plus rien. Une expression d'injustice digne. Comme si elle était la victime, celle qu'on spoliait. Dans les couloirs du tribunal après, c'est arrivé. Marc-Antoine parlait au greffier. Je me tenais près de la fenêtre, ma veste déboutonnée, un café, imbuvable de la machine à la main. Quand j'ai entendu des pas, je me suis retourné. C'était Yolande, seule. Sans son mari, sans son avocat. Juste une femme de 60 ans qui venait de voir son plan s'effondrer et qui avait quelque chose à dire. Elle m'a regardé un moment. Tu n'étais pas obligé de faire ça de cette manière, a-t-elle dit calmement. Tu aurais pu venir nous voir. On aurait pu discuter. J'ai incliné la tête. Comme Lucien, dis-je. Lucien a-t-il pu venir vous voir et discuter? Son visage a changé. Pas beaucoup. Mais assez. Je ne sais pas ce que tu t'imagines savoir. Yolande, j'ai dit son prénom comme on met un point final. J'en sais assez. Et la fille de Lucien aussi, maintenant. Son masque d'injustice a totalement disparu. Ce qui l'a remplacé, je ne dirais, pas de la culpabilité, je ne pense pas qu'elle en soit capable. C'était quelque chose de plus primaire. Le regard de quelqu'un qui a toujours agi dans l'ombre. Et qui vient de voir la lumière s'allumer. Elle est partie sans un mot. J'ai réemménagé au coteau un samedi. Solange était sur son perron. Elle s'est levée et m'a regardé descendre de voiture. Je suis allé vers elle et je l'ai embrassée. Elle m'a tapoté le dos 2 fois, ce qui, pour Solange, valait une ovation. Les rideaux, dit-elle. Je m'en occupe aujourd'hui. Bien, dit-elle fermement avant de retourner à ses roses. La maison sentait l'étranger. Des bougies bizarres, un savon différent. J'ai ouvert toutes les fenêtres et je me suis tenu au milieu du salon ma pièce, mes moulures, mon parquet, mes 34 ans de samedi après-midi et j'ai juste respiré. J'ai appelé Marc-Antoine. Je suis chez moi. Qu'est-ce que ça fait? J'ai regardé le plafond, ces moulures que j'avais posées et peintes lors d'un long week-end en 2003, quand Clémence avait 13 ans et m'aidait en me tendant les outils et en me posant 9000 questions sur l'utilité de tout ça. C'est à moi, ai-je répondu. Clémence est venue 3 semaines plus tard. Pas de parka olive cette fois. Juste ma fille, les yeux fatigués, avec l'air de quelqu'un qui s'est regardé honnêtement et n'a pas aimé ce qu'il a vu. Elle a apporté à manger pas un gratin, heureusement, mais un poulet rôti et cette énergie de quelqu'un qui a répété une excuse, tellement de fois qu'elle ne sait plus où s'arrête la répétition et où commence la sincérité. Je l'ai laissé entrer. Nous avons mangé en silence. Puis elle a dit, Adrien. Et moi, on voit un conseiller. C'est bien. Je ne sais pas où ça mènera. C'est pas grave. Elle jouait avec sa fourchette. Je repense à ce que tu as dit, à Yolande, à ce qu'elle a été pour moi. Elle fit une pause. Papa, je crois que j'ai eu très peur d'elle pendant longtemps et que je me suis raconté que c'était de l'amour. 61 ans, un homme qui a bâti, perdu, rebâti, failli mourir et qui a fini par récupérer son dû. Et en face de moi, ma gamine de 33 ans, apprenant les mêmes leçons difficiles. J'ai posé ma main sur la sienne. Je sais, dis-je. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête, comme les adultes qui décident d'avancer. Nous avons fini le poulet. Et le pavillon? Oh, le pavillon est magnifique. Je le loue maintenant. Pour les week-ends des familles en vacances, des couples en automne quand les feuilles tombent et que l'étang devient un miroir. Les revenus sont réguliers, et ne regardent personne d'autre. Mais toutes les quelques semaines, le dimanche, j'y vais seul. Je fais du café. Je m'assois dans un fauteuil sur le ponton. Je regarde le héron qui a décidé que ce bout de rive était le sien, et je respecte son engagement. Et je repense à ce que Marc-Antoine m'a dit le jour du dépôt de l'assignation. Roche, la personne la plus dangereuse dans n'importe quelle situation, c'est celle qu'on a oublié d'achever. J'y pense souvent, parce que voici le secret d'un homme qui bâtit des maisons. Vous comprenez jusque dans vos os, d'une manière inexplicable pour celui qui n'a jamais tenu d'outils,
que ce qui semble fini à l'extérieur possède une structure. En dessous. Des poutres, des joints, des murs porteurs que l'œil ne voit jamais, mais dont tout dépend. Ils m'ont regardé et ont vu un homme sur un lit d'hôpital, impuissant, fini. Ils n'ont jamais pensé à se demander ce qui me tenait debout, à l'intérieur. Ils n'ont jamais pensé à se demander ce que j'avais construit, dans le silence. Et c'était là leur seule erreur. Mais c'était la seule qui comptait. Mon nom est Roche Valmont. J'ai construit des choses toute ma vie. Et la chose là, plus importante que j'ai jamais construite, c'est la patience d'attendre que le moment soit exactement venu.